Alors, après avoir connaître les notions de base en économie ainsi que la terminologie économique, nous allons aujourd'hui voir quelles sont les raisons de l'apparition de la science économique. Le monde a vécu plusieurs mutations sur tous les niveaux depuis des siècles et des siècles jusqu'à nos jours, ce qui a contribué à la création de plusieurs problèmes à l'échelle mondiale, y compris le problème économique. Donc aujourd'hui, on va aborder le problème économique. On va voir quels sont ses composants, quels sont ses piliers et quelles sont ses caractéristiques. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, à la base de la science économique se trouve la question fondamentale de la pénurie des ressources. En tant que discipline, l'économie est définie comme la branche des sciences sociales qui traite de l'allocation des ressources limitées entre des fins alternatives. Qu'entendent exactement les économistes par la pénurie des ressources? Quelles sont les implications plus larges de la rareté? Donc c'est ce que nous allons voir. Pour les économistes, la rareté est le problème économique universel. Toute société humaine, qu'il s'agisse d'une société tribale telle que les aborigènes d'Australie ou d'une société avancée sur les plans économiques et technologiques comme la France par exemple, est confrontée aussi au problème fondamental de la rareté. Cela signifie que, compte tenu des ressources disponibles de la société et du savoir-faire technologique, la somme totale de ce que les gens veulent avoir en termes de biens et de services est bien plus grande que ceux qu'ils peuvent avoir réellement. Considérons que les besoins humains sont immenses et pire encore, insatiables dans un monde de rareté. Comment on peut donc maximiser l'ensemble des biens et des services dont les individus d'une société donnée peuvent réellement avoir? Cette question suggère clairement que le problème économique important consiste à administrer les ressources limitées pour satisfaire les besoins illimités des humains. Donc, introduction, c'est quoi le problème économique? Le problème économique est la cause primordiale du fondement de la science économique. Elle se base sur le principe de l'insuffisance de ressources disponibles en satisfaisant tous les besoins de la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc le problème économique est de savoir comment les hommes vont s'organiser pour satisfaire au mieux leurs besoins, sachant que d'une part, les biens et les services sont limités, c'est-à-dire ils ne peuvent pas les acquérir tous et en quantité illimitée. D'une autre part, les besoins sont illimités, c'est-à-dire l'homme, grâce au développement économique, voit son niveau de vie augmenter et cherche à satisfaire de nouveaux besoins que la société a créés pour améliorer son confort et son bien-être. Donc on en déduit que l'objet de la science économique est d'étudier autour des trois fonctions économiques principales que sont la production, la consommation et les échanges ou bien la distribution, comment les hommes vont s'organiser, effectuer des besoins ou bien des choix
prendre des décisions pour aller dans le sens du progrès économique et social. Donc, d'après ce qu'on a déjà dit, on peut en déduire que le problème économique est comment maximiser la satisfaction des besoins humains illimités en utilisant les ressources limitées. Donc les ressources, c'est-à-dire les biens et les services à disposition des individus, sont limitées, alors que les besoins sont illimités. Pour les économistes néoclassiques, c'est-à-dire les libéraux, l'individu doit alors faire des choix pour maximiser sa satisfaction ou utilité. Donc on dit satisfaction ou bien utilité. Alors le consommateur rationnel souhaite se procurer les quantités de biens qui lui permettent d'obtenir la plus grande satisfaction possible ou de maximiser son utilité, c'est-à-dire sa satisfaction. Mais dans un monde où les ressources sont rares et limitées par rapport à nos désirs, nous devons faire des choix parmi un ensemble de possibilités. Donc c'est une prise de décision. Sachons que consommer une quantité accrue de biens nous obligera à renoncer à la consommation d'autres biens. Finalement, le seul coût pertinent d'une décision, c'est le coût de renonciation, ou bien ce qu'on appelle le coût d'opportunité, sur lequel est fondée toute décision rationnelle. Donc, c'est quoi le coût d'opportunité? Le coût d'opportunité est le variable coût d'une chose. Il correspond à ce à quoi on doit renoncer quand on effectue un choix. Donc, c'est un coût du renoncement à plusieurs, par exemple, produits ou bien plusieurs services. Donc, on va mieux expliquer cette notion plus tard, dans ce cours, bien sûr. Alors, faisons le point. On a dit que la rareté impose des choix. Donc, le point de départ de toutes les questions que se posent les économistes est la notion de rareté des ressources. La rareté concerne les ressources disponibles pour produire les biens et les services qui permettront de satisfaire les besoins et l'aspiration des individus. Qu'il s'agisse des ressources naturelles, des biens de production ou de la quantité de travail dont dispose une société à un moment donné. De ce fait, et alors que l'on considère généralement que les aspirations sont illimitées, il n'est pas possible de produire de tout en quantité illimitée. Ce qui pose la question de l'allocation des ressources et de la répartition des biens et services. Ces objets ne sont pas propres aux économistes. Ce sont les questions que ceux-ci formulent et les outils qu'ils mobilisent pour y répondre qui caractérisent la démarche en sciences économiques et la distingue de celle d'autres disciplines, d'anthropologie par exemple. Face à la rareté, les individus et sociétés sont contraints de faire des choix et donc de réaliser des arbitrages. La science économique est l'analyse des choix rendus nécessaires par la rareté des ressources. Tout choix impliquant un renoncement, le coût de ce renoncement est pris en considération par l'analyse économique sous le terme de coût d'opportunité. Plus large que la notion de coût dans son acception habituelle, qui l'assimile à une dépense monétaire ou pour le moins à un coût financier. Le concept indique que dans un monde de rareté où il est impossible de tout obtenir à la fois,
Toute décision implique un sacrifice, un manque à gagner. Il est d'une portée très générale et s'applique à tous les arbitrages, qu'il s'agisse des choix des individus, des entreprises, des pouvoirs publics. Pour étudier le comportement des agents face à ces choix et afin de dégager des éléments de compréhension et d'interprétation, les économistes posent des hypothèses et proposent des représentations partielles de la réalité. Autrement dit, élaborent des modèles. La démarche peut être illustrée par le choix auquel sont confrontés les individus en matière de consommation ou l'usage de leur temps. Donc, parmi ces modélisations, on a la modélisation des choix du consommateur et c'est une approche microéconomique. Donc, on a déjà expliqué le cours précédent que la microéconomie est une branche des sciences économiques qui s'intéresse à quoi? Qui s'intéresse à l'étude du comportement du consommateur ou bien aussi du producteur. Alors, on va voir quelques définitions du problème économique. L'économie est la science qui étudie comment l'homme lutte contre la rareté des biens pour satisfaire ses besoins. Afin de consommer des biens et services permettant la satisfaction de leurs besoins, les individus et également les entreprises et l'État utilisent les ressources qu'ils ont à disposition. Ces dernières sont de nature diverse, humaines, matérielles, financières, naturelles. Elles sont en outre toutes limitées et c'est pourquoi on les qualifie de rares. On parle alors de rareté des ressources. Deuxième définition, l'économie consiste à observer et à résoudre les contradictions entre les ressources et les besoins des individus. Tout agent économique évolue de plus dans un environnement contraint. Par exemple, revenus, temps, espace, information. Les niveaux de revenus, par exemple, brident une capacité à investir ou à consommer. Un agent peut avoir à agir dans l'urgence sanitaire, par exemple développer une solution de click and collect en période de confinement. Une entreprise contrainte dans son développement par une demande trop distante de son point de vente ou ne pas avoir accès à une technologie brevetée. Ça veut dire une information. Donc cette situation, constituant le problème économique des individus, implique que tous les besoins ne peuvent être satisfaits et que des choix doivent être faits. Donc les besoins sont ainsi concurrents entre eux puisque la satisfaction de l'un nécessite d'utiliser des ressources qui ne seront plus disponibles pour la satisfaction d'autres besoins. Cette concurrence entre les besoins contraint les individus à hiérarchiser leurs besoins, c'est-à-dire les classer par ordre de préférence, ainsi de déterminer ceux qu'ils satisferont en priorité. En économie, le fait de réaliser de tels choix sous contrainte s'appelle un arbitrage. Troisième définition, l'économie cherche à fournir aux individus des solutions qui leur permettront d'obtenir le maximum de satisfaction à partir des ressources rares dont ils disposent. Dans un environnement imparfait, la plupart des acteurs économiques sont face à des objectifs contradictoires dont les conséquences avantageuses ou néfastes peuvent s'en suivre.
sans compter celles qu'on ne peut anticiper mais qui pourraient bien survenir. Il s'agit alors de faire meilleur compromis possible en évaluant sur un mode rationnel les coûts induits par la décision face aux avantages qu'elle apporte, tout en intégrant la dimension court terme et moyen ou long terme, ce qu'on peut schématiser sous l'expression coût-opportunité. Donc l'économie est la science qui étudie les choix à faire afin de satisfaire nos besoins compte tenu de la rareté des ressources. Quatrième définition, l'économie, c'est la vie des hommes au travail, produisant des biens et des services nécessaires à la satisfaction de leurs besoins. Pour l'épistémologie moderne, la spécificité d'une science tient moins aux sujets concrets sur lesquels elle travaille qu'à sa façon de les aborder. Le point de départ de toutes les questions que se posent les économistes est la notion de rareté des ressources. Donc la rareté concerne les ressources disponibles pour produire les biens et les services qui permettront de satisfaire les besoins et aspirations des individus, qu'il s'agisse des ressources naturelles, des biens de production ou de la quantité de travail dont dispose une société à un moment donné. De ce fait, et alors que l'on considère généralement que les aspirations sont illimitées, il n'est pas possible de produire de tout en quantité illimitée, ce qui pose la question de l'allocation des ressources et de la répartition des biens et des services. Certainement, il y en a des causes qui ont contribué à la création du problème économique et on va les citer maintenant. Donc on a les besoins illimités et les besoins renouvelés et en parallèle on a les ressources limitées, ça veut dire rares. Donc qu'est-ce que ça veut dire ressources limitées? Un bien va servir à satisfaire un besoin, mais les ressources, exemple le travail, le capital, la matière première et les ressources énergétiques sont limitées. D'où la contrainte d'opérer des choix, ça veut dire la combinaison et l'arbitrage entre les différents facteurs de production, ou bien revoir ses besoins en termes de qualité et ou de quantité. Donc, la science économique ne traite pas des biens libres, ça veut dire des biens non marchands. Elle traite uniquement les biens économiques qui sont rares et marchands. Donc, je vais vous donner quelques exemples sur un bien marchand pour mieux comprendre. C'est quoi un bien économique? C'est un bien marchand et pour l'acquérir, il faut une contrepartie monétaire. Un bien libre est un bien non économique. Il est gratuit. Par exemple, l'air. Donc, c'est ça la différence entre un bien marchand et un bien non marchand. Les besoins humains sont nombreux, matériels, intellectuels, physiologiques et psychologiques. Ils s'accroissent et se diversifient sans cesse parce que l'homme est infini dans ses vœux, qu'il découvre sans cesse de nouveaux objectifs et de nouveaux moyens, que la vie de ses semblables lui offre des motifs d'imitation et d'émulation toujours renouvelés. Donc c'est ça le concept de renouvellement des besoins. Alors, hors les moyens que l'homme a de satisfaire ses besoins sont limités, il vit dans un monde de rareté. Les ressources dont il dispose sont soit insuffisantes à un moment donné, soit mal réparties dans l'espace. Même s'il jouissait de ressources abondantes,
l'homme serait limité par le temps, le plus rare de tous les biens. Donc, c'est une faute de pouvoir tout avoir à la fois et tout faire en même temps. L'homme doit effectuer des choix. Par exemple, quand j'achète une paire de chaussures, je renonce à la satisfaction que m'aurait apporté la satisfaction d'un autre bien. Donc, c'est le point de vue de l'économiste Raymond Barre. Donc, face à la rareté, les individus et sociétés sont contraints de faire des choix et donc de réaliser des arbitrages. La science économique est l'analyse des choix rendus nécessaires par la rareté des ressources. Tout choix impliquant un renoncement. Le coût de renoncement est pris en considération par l'analyse économique sous le terme de coût d'opportunité. Plus large que la notion de coût, dans son acception habituelle, qu'il assimile à une dépense monétaire ou pour le tout obtenir à la fois, toute décision implique un sacrifice, un manque à gagner. Il est d'une portée très générale et s'applique à tous les arbitrages, qu'il s'agisse des choix des individus, des entreprises, des pouvoirs publics. Pour étudier le comportement des agents face à ces choix, et afin de dégager des éléments de compréhension et d'interprétation, les économistes posent des hypothèses et proposent des représentations partielles de la réalité, autrement dit, élaborent des modèles. Donc la démarche peut être illustrée par les choix auxquels sont confrontés les individus en matière de consommation ou d'usage de leur temps. Donc, afin de résoudre ce problème économique, on a deux choses à faire ou bien à suivre. Donc, on doit tout d'abord choisir les besoins à satisfaire. Après, on va choisir les besoins alternatifs. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Un choix économique correspond à un arbitrage fait par un agent économique tenant compte d'un calcul économique et de ses préférences. Ce choix est rationnel afin de pouvoir maximiser sa satisfaction. Donc, on distingue les choix économiques du producteur relatifs aux facteurs de production. Donc, on a déjà vu quels sont les facteurs de production, y compris les forces de travail, ainsi que la terre et la régulation et quoi encore? La technologie aussi et le capital. Donc, ces choix économiques du producteur sont relatifs aux facteurs de production et à la production en elle-même. Et on a aussi des choix économiques du consommateur qui sont liés principalement aux dépenses, ça veut dire aux revenus du consommateur. Donc le problème économique oblige l'individu à choisir ce qu'il va consommer, donc la nature de son panier de biens. Une entreprise a déterminé sur quel facteur de production elle va investir. Un État déterminé sur quel poste de dépense affecter ses ressources. Donc ce sont les agents économiques qu'on a vus précédemment. Donc on a l'individu, l'entreprise et l'État. Alors le problème économique correspond donc aux choix économiques que les agents économiques doivent effectuer dans le cadre de leurs fonctions. Alors, cet écart oblige les agents à faire un arbitrage ou ce qu'on appelle le choix économique. Donc, on va détailler en commençant par le producteur. Donc, le choix économique du producteur correspond à la décision sur les facteurs de production, par exemple la force de travail, le capital et le progrès technique.
Il concerne aussi la production en matière de quantité et le prix. Deuxièmement, on a le choix économique du consommateur. Il correspond à l'épargne, à la consommation et à l'investissement. Donc le choix de consommation correspond au panier de biens que le ménage va choisir. Le choix est donc aussi un choix de répartition du revenu. Le choix économique dépend des préférences et des options possibles. Donc la satisfaction désigne le plaisir, l'intérêt, l'utilité que le choix apportera. Pour pouvoir faire un choix économique rationnel permettant la maximisation de l'utilité, l'individu va classer les préférences. Donc c'est quoi classer les préférences? Ça veut dire les hiérarchiser. Pour faire plus tard quoi? L'arbitrage entre ces besoins. Donc, elles deviennent alors des options envisageables. Il va aussi étudier les options possibles, c'est-à-dire ce qui lui est accessible. Alors, le problème économique résulte du fait que tout ce qui est préférable n'est pas forcément accessible. C'est ce qu'on va appeler un choix sous contrainte. Par exemple, la contrainte budgétaire. Donc, parfois, le revenu de l'individu ne lui permet pas d'acheter tout ce qu'il veut. Donc, c'est ça la contrainte. Donc, si on veut schématiser le problème économique, il doit être comme la suite. Donc, on a des besoins humains multiples et renouvelés. Elles sont satisfaites grâce aux ressources économiques limitées. Ce qui va mener à la pénurie, on l'a déjà expliqué la fois passée. Donc, la pénurie, elle veut dire quoi? Elle veut dire la rareté des ressources. Donc, la pénurie va mener à quoi? Au choix. Donc, le consommateur va choisir quel est le produit ou bien les besoins adéquats afin de satisfaire leurs besoins ou bien les besoins de la société. Ce qui va mener au coût d'opportunité. Donc, le coût d'opportunité, on va l'expliquer pas à pas. Maintenant, on va voir quelles sont les caractéristiques du problème économique. Donc, il y en a 6. Premièrement, la viabilité, c'est-à-dire la continuité de quoi? De ressources ou bien des besoins. Deuxièmement, comment il est ce problème? Il est public parce qu'il rassemble plusieurs individus. Troisièmement, la rareté relative. Donc, la rareté, c'est quoi la rareté? Ce sont des ressources limitées. C'est quoi relative? Ça veut dire un pourcentage proportionnel. Ce n'est pas totalement une rareté totale. On a aussi les choix. Donc, comme on l'a déjà dit, le consommateur doit faire son choix. Donc, il doit hiérarchiser les besoins. Ensuite, il doit faire quoi? L'arbitrage entre ces besoins. Grâce à quoi? Grâce au cinquième élément, ce qu'on appelle la comparaison. Il doit comparer entre ses besoins et choisir le meilleur ou bien meilleure alternative. Et sixièmement, on a le coût d'opportunité. Et cela va prendre beaucoup de temps pour l'expliquer, ce que je vais faire maintenant. Maintenant, on va voir quels sont les piliers du problème économique. Donc, on a trois questions à poser. La première question,
qu'est-ce qu'on doit produire afin de résoudre le problème économique? Deuxièmement, pour qui on doit produire? Ça veut dire quelle est la population pour laquelle on doit produire. Et troisièmement, comment on va produire, c'est-à-dire la méthode avec laquelle on doit produire les biens et les services dont le consommateur ou bien la société a besoin. Les producteurs doivent décider de produire, que produire, comment produire, la méthode de production. Ça veut dire le choix en matière de méthode de production va dépendre de deux facteurs de production et de quelques ressources on dispose en ressources naturelles, en main-d'œuvre et en capital. Le producteur doit aussi s'efforcer de ne pas gaspiller les différentes ressources dont il dispose. Les gaspillages sont des coûts supplémentaires. De plus, les ressources ne seront pas utilisées pour produire d'autres biens ou services et donc satisfaire d'autres besoins. Les producteurs vont échanger leurs produits sur les marchés. Il y a donc une diversité de producteurs dans la mesure où nos économistes reposent sur la spécialisation et la division du travail. Maintenant, on va passer aux besoins et aux choix. Donc, la rareté des ressources impose à faire des choix. La nécessité de choisir est au cœur de l'économie. C'est sa raison d'être. En effet, l'économie est la science qui étudie le comportement de l'individu dans l'allocation de ressources rares à la satisfaction de besoins illimités. Cela implique que nous devons choisir comment nous allons passer notre temps, comment nous allons dépenser notre argent ou encore combien de temps nous allons travailler. Nous allons voir dans ce cours que puisque les besoins sont illimités et que les ressources pour les satisfaire sont rares, l'individu doit faire des choix. Cela nous conduira à nous interroger sur comment l'individu opère ses choix, en utilisant comme exemple les choix du consommateur. Donc, comme on l'a déjà dit, la rareté des ressources impose de faire un choix. Donc, à travers les besoins, on doit faire notre choix. Donc, c'est quoi un besoin? Les besoins sont un sentiment de manque, de privation que l'individu cherche à satisfaire au travers de la consommation d'un bien ou d'un service. Donc, le choix économique a une grande importance, car les individus sont comme les entreprises, sont confrontés à des choix, dans la mesure où tous les biens ne sont pas libres et que la majorité d'entre eux est rare. Nous sommes confrontés à la rareté, consommateurs comme producteurs, mais aussi la société dans son ensemble, sont confrontés à des choix parce qu'ils subissent une série de contraintes. Les besoins sont cependant illimités parce qu'ils naissent au contact des autres individus de la société, qui se caractérisent notamment par une quantité et une variété importante de produits. Maintenant, on va voir quelles sont les caractéristiques des besoins. Donc, il y en a 6. Premièrement, les besoins sont multiples.
Ils sont aussi renouvelés. Ils sont satisfaisables. Ils sont aussi répartissables. Ils sont remplaçables et ils sont invariables. Le besoin a de nombreuses caractéristiques. On a la multiplicité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la multiplicité? Le besoin est le produit de nombreux désirs humains. Ils sont différents qui ne se terminent pas avec une certaine limite. Et plus les désirs et les besoins sont satisfaits, plus vous êtes d'accord. Et donc, les besoins multiples sont une série de facteurs dont les plus importants sont: on a l'avancement de la vie civique. Suite au progrès de la vie, de nombreuses inventions et des développements énormes ont émergé couvrant tous les aspects de la vie, reflétés dans la multiplicité des désirs humains, dans tous les domaines, et donc dans leurs besoins multiples. On a aussi l'augmentation du revenu. Les besoins se multiplient ou diminuent à mesure que les revenus augmentent et diminuent. Plus le revenu est élevé, plus les désirs et les besoins sont grands. On a ensuite les conditions du temps et du lieu. Par exemple, il y a 20 ans, les besoins humains sont inférieurs à ceux d'aujourd'hui. Les besoins humains dans les régions froides sont différents de ceux des régions chaudes. Et les besoins humains dans les pays développés sont différents de ceux des pays en développement. Donc, il y a aussi le niveau culturel et social. Nous remarquons que les intérêts de l'apprenant diffèrent de ceux de la mère. Le premier a besoin du livre et le journal essentiellement, tandis que le second ne représente pas ses besoins. On a aussi les étapes de la vie. Les besoins humains changent et augmentent et diminuent selon les étapes de la vie. Et ces besoins dans l'enfance diffèrent de ces besoins chez les jeunes. Et ces besoins changent avec l'âge. Donc, on a aussi la saturation. Donc, c'est quoi la saturation? Donc, la quantité limitée de biens et services suffisante pour répondre aux besoins d'eux-mêmes. Le besoin est moindre parce qu'il obtient une certaine quantité de gratification. Notez que les besoins physiologiques associés à l'organisme, tels que les besoins de manger et de boire, ils ne se terminent pas. Et si elle peut être satisfaite à un certain moment, ils sont renouvelés après un certain temps. Donc, la saturation dépend des notes, ainsi qu'il y a des besoins qui sont satisfaits une fois dans une vie, comme par exemple la vaccination contre les maladies. Il y a des besoins saturés dans une certaine période de la vie, qui sont une éducation prolongée ou raccourcie, comme par exemple l'éducation. Et la satisfaction varie d'une étape de la vie à l'autre. On a aussi le remplacement parmi les caractéristiques. Alors, le besoin peut remplacer un autre besoin. Et le remplacement dépend du degré de convergence entre les deux besoins et l'unité de destination. Le besoin de soins naturels peut être comblé en consommation des textiles consommant de la soie synthétique ou des tissus de coton doux. Le besoin de chauffage peut être satisfait en utilisant de nombreux générateurs alternatifs avec du bois, du charbon, de l'électricité ou du gaz. On a aussi l'intégration et l'interconnexion des besoins.
Les besoins sont complémentaires et interconnectés. Et le besoin n'apparaît pas seul, mais plutôt supplémentaire, de sorte que le besoin de la voiture est accompagné par le besoin d'essence. On a aussi les besoins dérivés de l'habitude. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Plus vous utilisez une marchandise ou un service, plus vous prenez racine dans l'âme et vous y habituez. Mais plus vous êtes susceptible de disparaître habituellement si une personne est capable de l'abandonner ou si elle trouve un substitut, et cela ne s'applique pas aux besoins physiologiques nécessaires, de sorte qu'ils restent connectés à la personne et doivent être satisfaits, comme la nourriture et la boisson. Les besoins des individus peuvent être classés en deux grandes catégories. La première est celle des besoins primaires. Leur satisfaction est indispensable pour la survie de l'individu. La deuxième est les besoins secondaires. Donc, je vous ai donné quelques exemples. Concernant les besoins primaires, on a le besoin de manger, par exemple, de boire, besoin de sommeil, besoin de sécurité. Et concernant les besoins secondaires, on a par exemple le besoin de lien social, besoin de divertissement et besoin d'accomplissement personnel. Donc à retenir, les besoins des individus sont illimités. En effet, lorsque un besoin est satisfait, son intensité diminue et un autre besoin apparaît. Prenons l'exemple suivant. Si l'on se trouve seul sur une île déserte, les premiers besoins auxquels nous devrons répondre seront nos besoins primaires. Exemple, trouver de la nourriture, de l'eau propre et un abri pour se protéger des intempéries. Une fois ces besoins satisfaits, de nouveaux apparaissent comme les loisirs. Selon Maslow, donc Maslow c'est un gestionnaire économiste, il a schématisé cette théorie sous la forme d'une pyramide composée de 5 besoins hiérarchisés. Donc, les besoins se basent, selon lui, devant impérativement être satisfaits avant de penser à satisfaire les besoins supérieurs. Donc, pour satisfaire nos besoins primaires, nous pouvons trouver les besoins nécessaires dans la nature. Cependant, la nature ne nous permet pas de satisfaire l'ensemble de nos besoins et nous devons donc produire les autres biens nécessaires. En effet, on peut envisager de vivre isolé de toute civilisation et essayer de vivre seulement avec ce que la nature nous offre. Mais dans ce cas-là, nous ne pourrons pas avoir accès à beaucoup de biens qui aujourd'hui nous apparaissent indispensables, comme par exemple le téléphone, l'Internet, la voiture ou encore le divertissement offert par un film ou un livre. Étant donné que la nature ne nous offre pas tous les besoins ou bien les biens nécessaires pour satisfaire nos besoins, nous devons donc travailler pour les produire et pour avoir accès à un bien économique. Maintenant, on va passer au bien économique. Donc, c'est quoi un bien économique? C'est un bien qui nécessite l'intervention humaine pour être produit. Donc, de ce fait, les biens nécessaires pour satisfaire les besoins illimités sont rares. En effet,
Les ressources utilisées pour les produire sont disponibles en quantité limitée. Par exemple, ressources naturelles, capital ou temps de travail. Dans le cas où la satisfaction d'un besoin impliquerait uniquement l'utilisation du temps personnel, comme par exemple passer du temps avec ses amis ou étudier, ce temps nous est également limité. Nous ne pouvons pas être à deux endroits à la fois ou faire deux choses distinctes en même temps, comme par exemple aller au cinéma et étudier. Donc, comme vous voyez, le schéma qui représente la nécessité du choix. Donc, le fait que les moyens pour satisfaire les besoins soient limités et que, parallèlement, les besoins soient illimités, oblige l'individu à faire des choix. Doit-on aller au cinéma avec ses amis ou étudier pendant 2 heures afin d'améliorer ses résultats scolaires? Doit-on acheter un nouveau téléphone ou partir en vacances? Donc, ce sont les questions qu'on doit y poser. Donc, comment le consommateur choisit-il? Afin de prendre une décision sur quel besoin satisfaire et comment le satisfaire, l'individu rationnel analyse les coûts et les avantages de chaque option qui se présente afin de maximiser sa satisfaction. Cependant, lorsqu'un individu fait un choix, il abandonne en même temps les autres options qui se présentent à lui. Prenons un exemple. Un élève peut passer 2 heures avec ses amis au cinéma ou garder le film d'un voisin durant ce temps. Le choix d'une des options implique de renoncer à l'autre, ce qui a un coût pour l'individu. Ainsi, si l'élève choisit d'aller au cinéma, il devra payer, par exemple, 10 dollars la place de cinéma. Mais en même temps, il ne pourra pas gagner 20 euros en gardant l'enfant, parce que le coût économique total de cette option est donc de 30 euros. Ce coût représente le coût d'opportunité. On l'a déjà expliqué, qu'est-ce que ça veut dire le coût d'opportunité, qui peut être défini comme le coût du renoncement. En effet, nous ne pouvons pas être à deux endroits à la fois et nous devons faire des choix. Donc l'individu rationnel prendra sa décision qui a le coût d'opportunité le plus faible. Maintenant, on va voir quelle est la relation entre l'utilité et la satisfaction des besoins. Alors, de plus, l'individu rationnel raisonne à la marge, c'est-à-dire en fonction de la dernière unité consommée, et cherche à ce que le bénéfice marginal soit supérieur au coût marginal. Donc, c'est quoi un bénéfice marginal? C'est le bénéfice qui représente l'utilité que retire le consommateur de la consommation de la dernière unité d'un bien. En économie, on considère que l'utilité est cardinale, c'est-à-dire qu'elle peut être mesurée. Mais réellement, l'utilité ne peut pas être mesurée parce qu'elle est qualitative. Donc c'est une hypothèse. On la considère comme utilité mesurée ou bien cardinale. Donc,
On a deux types d'utilité. On a l'utilité totale et l'utilité marginale. Donc l'utilité totale, c'est l'ensemble de l'utilité que le consommateur peut avoir en consommant une somme ou bien une quantité de biens. Et l'utilité marginale, elle représente la quantité d'argent que le consommateur est prêt à payer pour acquérir l'unité du bien en question. On a aussi le coût marginal. Donc, c'est quoi le coût marginal? C'est le coût supplémentaire qui génère ou bien qui est généré par le dernier bien ou le dernier service produit. Donc, je vais vous expliquer par des exemples. Donc, par exemple, un père décide d'emmener 4 de ses filles au stade pour assister à un match de foot. Il évalue le coût global de cette sortie et le chiffre en euros. Donc, acheter un billet pour chacun, ça coûte 20 euros pour chacun. C'est un coût unitaire. Et mettre de l'essence dans le véhicule pour les conduire au stade, ça coûte 60 euros. Donc cela lui coûtera 20 euros multiplié par 4, soit 80 euros, pour les billets. Plus, on doit faire l'addition, donc plus 60 euros pour l'essence. Donc, la somme est égale à 140 euros. Donc, le coût moyen pour chaque enfant sera de 140 euros divisé par 4 enfants, c'est-à-dire 35 euros pour chaque enfant. S'il invite son cinquième fils, le coût total sera de 160 euros. Parce que 5 multiplié par 20 euros, plus 60 euros d'essence. Donc, dans ce cas, le coût marginal du cinquième enfant est de 20 euros. 160 euros moins 140 euros, alors que le coût moyen pour chaque enfant sera de 160 euros divisé par 5 est égal à 32 euros. On remarque que le coût moyen baisse tant que le coût marginal est inférieur au coût moyen. Par contre, si le père invite son sixième fils, la voiture étant trop petite, il devra faire un second voyage et remettre 60 euros d'essence dans la voiture. Dans ce cas, cette sortie coûtera au père 120 euros plus 60 euros d'essence plus 60 euros d'essence est égal à 240 euros. Alors là, le coût marginal du sixième fils sera cette fois de 240 euros moins 160 euros est égal à 80 euros. Donc le raisonnement à la marge implique que l'individu n'évalue pas l'utilité qu'il retire de l'ensemble de sa consommation, mais se concentre sur la dernière unité consommée ou produite dans le cas de l'entreprise. Ainsi, un individu ne décide d'acquérir un bien supplémentaire que si le coût de celui-ci est inférieur au coût de ce bien. De même, une entreprise ne décide d'employer un nouveau travailleur que si le supplément de production qu'il rapporte à l'entreprise compense son coût. Donc la consommation de biens et services permet à l'individu de satisfaire ses besoins. Plus la consommation augmente, plus l'utilité qui en est retirée augmente. En tout cas, jusqu'à un certain niveau de consommation d'un bien. Cependant, l'utilité marginale de la consommation est décroissante, c'est-à-dire que la consommation d'une unité supplémentaire d'un bien nous apporte moins de satisfaction que celle que nous a apporté l'unité précédente.
Prenons un exemple. Lorsque nous avons soif et que nous buvons un verre d'eau, cela nous apporte un certain niveau de satisfaction, c'est-à-dire celui de satisfaire une partie de notre besoin. Le deuxième verre nous permet d'augmenter le niveau de satisfaction totale, mais d'une manière moins importante que le précédent. Au bout d'un certain nombre de verres, la consommation d'un verre supplémentaire ne nous apportera plus aucune satisfaction, car notre besoin est déjà pleinement satisfait. Voir ce dernier verre peut nous apporter de l'insatisfaction si la consommation entraîne un désagrément physique. Alors, qu'est-ce qu'elle désigne l'utilité? Elle désigne la satisfaction qu'un individu retire de la consommation d'un bien. L'utilité marginale désignant la satisfaction supplémentaire apportée par la consommation d'une unité supplémentaire de ce bien. En règle générale, on suppose que l'utilité marginale est décroissante avec les quantités consommées. Les exemples du comportement du consommateur dans un restaurant proposant des plats à volonté ou du bénéficiaire d'un forfait téléphonique illimité donc permettent aisément de comprendre cela. Mais il existe des contextes, l'addition, le développement du goût, pour les musiques par exemple, dans lesquels l'utilité marginale peut ne pas être décroissante et peut même être croissante. Donc l'utilité introduit un nouveau déterminant dans la prise de décision. Donc qu'est-ce que ça veut dire la prise de décision? Donc on a plusieurs choix et on va faire l'arbitrage entre ces choix et choisir le meilleur. Donc la prise de décision, c'est celle des préférences individuelles. Les préférences individuelles découlent de la subjectivité des goûts et permettent de comprendre pourquoi, à contrainte budgétaire identique, deux individus font les choix différents. Les individus sont en effet censés avoir des préférences personnelles et le niveau de satisfaction qu'ils retirent de la consommation d'un même bien. Ils diffèrent de l'un à l'autre. Un concert en plein air peut apporter une immense satisfaction aux uns et à l'inverse, importuner les autres. Un autre exemple, donc, il diffère également en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Si le choix entre un verre d'eau et un diamant paraît évident, il ne le sera si l'on se le trouve seul au milieu du désert. Cependant, ce type d'analyse tend à oublier que nos goûts ne sont pas strictement individuels, mais dépendent de notre appartenance sociale, y compris la société, la classe sociale, le processus de socialisation. Donc la consommation n'est pas un acte strictement économique et individuel, elle a une forte dimension socio-culturelle. Les consommateurs doivent faire des choix de consommation sous contrainte de budget, de temps et de ressources naturelles. Les producteurs doivent faire des choix de production sous contrainte de ressources, de financement et de temps. L'objectif du consommateur est de maximiser sa satisfaction, mais il est limité dans son choix par son budget et par le prix des biens et des services. Par exemple, supposons qu'un individu a un budget de 1500 euros et doit décider s'il passe ses vacances à Collioure
ou à Barcelone, ou encore une partie de ses vacances à Collioure et une partie à Barcelone. Donc la journée à Collioure lui coûte 100 euros et celle à Barcelone 300 euros. Dans cet exemple, l'individu peut aller soit 15 jours à Collioure, soit 5 jours à Barcelone, soit toute combinaison qui se trouve sur la droite de sa contrainte budgétaire. Donc, quelle est l'équation de la droite budgétaire? Donc, on peut la calculer comme suivant. Donc, 1500 est égal à 100 fois le nombre de jours à Collioure plus 300 fois le nombre de jours à Barcelone. Donc le choix de l'individu dépend donc du prix relatif des biens entre lesquels il doit choisir et de son budget ou revenu. Donc qu'est-ce que c'est que la droite du budget? Donc la droite de budget représente toutes les combinaisons de deux biens que l'individu peut acquérir en utilisant le revenu dont il dispose. On a dit aussi le prix relatif. Donc c'est quoi le prix relatif? Il désigne le prix d'un bien par rapport au prix d'un autre. Dans notre exemple, le prix relatif de la journée à Barcelone est de 300 divisé par 100. C'est-à-dire que pour une journée à Barcelone, l'individu pourrait passer 3 jours à Collioure. Nous pouvons représenter la contrainte budgétaire de la manière suivante. Donc, comme vous voyez, la contrainte budgétaire. Donc, on a deux axes et on a la droite du contrainte budgétaire. L'individu rationnel choisira une combinaison qui se trouve sur la droite de la contrainte budgétaire. Il ne peut pas, par exemple, partir 4 jours à Barcelone et 6 jours à Collioure, car son budget ne le lui permet pas. Pourquoi il ne le lui permet pas? On calcule. Donc, calculez avec moi. Donc, 4 jours fois 300 euros plus 6 jours fois 100 euros, ça reçoit 1800. Donc 1800 est supérieur à 1500. 1500, c'est le revenu du consommateur. Donc, puisque le revenu est inférieur à la somme 1800, donc c'est pas faisable d'utiliser cette combinaison. De même, s'il décide d'aller 2 jours à Barcelone et seulement 6 jours à Collioure, il ne maximise pas la satisfaction qu'il peut retirer de son budget, car il pourrait aller 2 jours à Barcelone et 9 jours à Collioure. Le choix final de l'individu, son panier de consommation, dépend de ses préférences personnelles et donc de l'utilité qu'il retire de chacune des options, en sachant que l'individu rationnel essaie de maximiser son utilité totale. Donc, en matière de consommation, les individus sont limités dans leur choix par les ressources, le pouvoir d'achat et le temps dont ils disposent. Même la personne la plus riche de la Terre doit faire des choix, car le temps est également une ressource rare. On peut élaborer un modèle explicatif en partant de la contrainte budgétaire ou de la contrainte temporelle, en posant comme hypothèse que l'individu doit choisir entre deux biens ou entre deux usages de son temps et qu'il cherche à maximiser sa satisfaction, c'est-à-dire à atteindre le degré de satisfaction le plus élevé possible. Mais un tel modèle, celui du consommateur rationnel et égoïste, oublie que la satisfaction de l'individu
peut parfaitement dépendre d'autres éléments, comme l'altruisme, des orientations éthiques, écologiques ou politiques, etc. Dans les deux cas, celui où c'est le budget disponible qui est limité et celui où c'est le temps disponible qui est limité, le raisonnement est le même. Si l'on part d'une contrainte budgétaire, connaissant les prix des deux biens et le budget maximal que l'individu est contraint ou a choisi d'y consacrer, il est possible de déterminer les différentes combinaisons possibles et de procéder à une représentation graphique élémentaire. Donc l'hypothèse de variation des prix relatifs a pour effet, toute chose égale par ailleurs, de modifier le domaine des choix possibles. Ceci se traduisant graphiquement par un changement de la pente de la droite de budget. Toute chose égale par ailleurs, le domaine des choix possibles est également modifié lorsqu'il y a un changement dans le montant du budget. C'est alors la droite qui se déplace sans modification de la pente. Donc, reste à déterminer la combinaison que retiendra finalement le consommateur, ce que va permettre l'introduction de la notion d'utilité dans le modèle.